D'abord, merci d'être ici ce soir. Très apprécié de pouvoir vous réunir pour parler du plan de développement de la zone agricole, un document qui est en train de se mettre à jour et ce pour les 5 prochaines années. Donc, on a un cocktail à vous proposer ce soir qui va vous permettre de vous exprimer sur un paquet de sujets différents, des enjeux, des préoccupations qui ont été identifiés par Marie-Hélène et par France, qui travaillent sur le dossier depuis déjà quelques mois. Donc, ce soir, mon objectif, tout d'abord, moi, je vais me présenter. Moi, je me nomme Simon Houle. J'ai eu la chance de travailler avec la MRC de Nicolet pendant quelques mois, à quelques reprises. J'ai fait du démarrage d'entreprise avec eux et je travaille encore pour le pôle d'économie sociale, donc j'ai la chance de rencontrer certaines entreprises sur le territoire ici aussi. Je me spécialise beaucoup en consultation d'entreprise et des exercices comme on va faire aujourd'hui. On fait ça souvent dans des cas de retraite de lac à l'épaule qu'on appelle avec des entreprises privées, avec des organisations, des organismes à but non lucratif. Donc, c'est quelque chose avec lesquels je suis à l'aise et que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et je suis accompagné ce soir de France, qui est avec nous. Alors, France, je vais t'essayer de te présenter à ta guise à ce moment-là. Bon, il y a amené. Comment tu fais ça dans la fête tibétaine? Moi, je fais que je suis zen. Ben, hey, salut, moi, on se connaît. Fait que, on se connaît dans les filles de l'UPA. Donc, je vais pas changer. C'est encore France Fidèle, c'est encore le Grenoble, c'est la retraite. Fait que, voilà comment j'occupe ma retraite. Je travaille à MRC 3 jours semaine. En fait, quand Marie-Hélène a pris son congé pour la maternité. Donc, j'ai pris le relais pour faire le PDZA. Ce qui nous amène ici ce soir à la consultation. Voilà. Merveilleux. Je vous explique les objectifs qu'on a ce soir. Si toutefois, il y a des choses que vous aimeriez connaître davantage ou ajouter, vous avez peut-être des attentes particulières, ça vaudra la peine d'y revenir. Donc, comprendre, vous voyez quand même bien, c'est correct, c'est lisible, merci. Donc, comprendre l'utilité d'un plan de développement de la zone agricole, on va prendre quelques minutes. Bonsoir, ça allait bien? Venez vous asseoir ici. Merveilleux. Comprendre l'utilité du plan de développement de la zone agricole. France va prendre quelques minutes pour vous expliquer. C'est pas toujours évident dans le train-train quotidien que vous avez tous. C'est un plan qui est développé et qui est là pour vous soutenir le développement de la zone agricole de Nicolet Yamaska. Valider les enjeux et les défis. Comme je vous dis, ça fait quelques mois déjà que le travail est entamé. Donc, on va vous présenter des enjeux et des préoccupations qui ont été identifiés. L'objectif dans un premier atelier qu'on va avoir à faire ensemble, c'est de valider est-ce qu'on a fait le tour est-ce que ce qu'on vous présente, selon vous, pas convient bien, mais décrit bien la situation de la MRC au niveau de sa zone agricole. Et par la suite, on va essayer d'identifier puis de prioriser des projets et des actions à faire en lien avec ces enjeux-là qui ont été identifiés. Si on en ajoute à force à travers les discussions, c'est pas grave, ça fait partie du plaisir de la soirée. On ajoutera et on cherchera à faire des enjeux, pas des enjeux, mais des projets et des actions en lien avec ça aussi. Ce sont mes objectifs. Maintenant, et je vais vous présenter l'ordre du jour à ce moment-là pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Vous allez voir, on a un horaire là, qui est relativement serré, mais en même temps, je suis confiant qu'on va y arriver. Vous allez voir, j'ai des petites consignes pour nous permettre de ne pas terminer à minuit. Je sais qu'habituellement, le milieu agricole, c'est pas un problème. Vous appréciez terminer à des heures peut-être plus tardives. Je ne vous empêcherai pas de jaser après la soirée, il n'y a aucun problème. Mais mon objectif, c'est de prendre votre énergie pendant qu'elle est encore bonne à cette heure-là et de condenser ça pour qu'à 22 heures, on ait le plus possible terminé. Donc, vous allez voir, on a 2 présentations qui vont être faites dans les prochaines minutes. Par la suite, on fait un premier atelier où vous allez échanger à travers vos tables. Et par la suite, on va faire ce qu'on appelle un Word Café. C'est pourquoi on a des grandes feuilles blanches sur les tables. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça en temps et lieu, mais vous allez avoir à changer de place puis à aller voir d'autres personnes avec lesquelles vous êtes ici ce soir. Donc, ça va être intéressant, ce petit bout-là.
À la fin, on va se faire une petite période de votation. On va se préparer. On va prendre. C'est une pratique pour lundi prochain. Donc, on va voir à quel point vous êtes bon pour voter. On va se faire une petite période de votation sur ce qui va avoir été sorti comme contenu. Et on va terminer la rencontre, comme je vous disais, vers 22 heures. Avez-vous des questions sur l'ordre du jour et l'objectif qu'on veut se donner aujourd'hui? Non? All right, parfait. Je vais vous poser une autre question maintenant. Avez-vous des attentes? Quand vous êtes arrivé ici ou que vous avez été sollicité par soit les médias sociaux, soit des communiqués de presse, soit des lettres que vous avez reçues, soit des courriels, la radio. Je pense qu'il y a eu plusieurs façons d'essayer de vous solliciter. Aviez-vous des attentes particulières là, en vous présentant ici ce soir? Qui n'ont peut-être pas été nommés ou qui ne sont pas nécessairement dans les objectifs qu'on s'est donnés? Non? Ben moi, j'en ai une. Ah oui? On vous l'a dit. Ben oui. Lâchez Boulouse. Non, mais sérieusement, dans le sens, vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre. T'sais. Pour moi, il n'y a jamais de folle. Puis on ne sait jamais où ce qu'elle va conduire. Fait que, gênez-vous pas, vous allez avoir le temps tantôt au vote de dire lesquels vous allez prioriser, mais dans un premier temps, quand vous allez arriver des consultations, vraiment, là, lâchez Boulouse. Voilà mon leader. Merci, France. C'est un très bonne chose. Puis c'est ma dernière responsabilité du participant, c'est d'avoir du plaisir. Fait que quand elle dit « je lâche vous là », moi, là, je veux pas que ça soit sérieux ce soir. Je veux qu'on ait du plaisir ensemble, on va rire, je veux qu'on échange, je veux qu'on discute. Fait que c'est un petit peu dans l'esprit dans lequel on va le faire. Et c'est un peu ce que France nous dit. Et effectivement, il n'y a pas de mauvaises idées ce soir. Tout est bon. Bonifier ce que votre père va avoir donné comme idée, aller plus loin, poser des questions, aller chercher l'essentiel. C'est un peu l'objectif qu'on veut faire ce soir. Je vais compléter ce que France disait au niveau des attentes. Donc, bien comprendre l'idée présentée par vos pairs. Si vous avez, n'hésitez pas. Des fois, c'est pas évident. On ne comprend pas toujours ce que l'autre veut dire. On ne veut pas interpréter nécessairement. Donc, n'hésitez pas à aller poser des questions à la personne avec qui vous êtes assis autour de la table pour être capable de mieux comprendre son idée. Exprimez et expliquez votre idée de manière précise mais concise. Et pour ce faire, on va éviter de parler d'anecdotes, d'expériences ou même, j'ai appelé ça, de donner des exemples. Donc, ce que je veux faire pour éviter de terminer à minuit, effectivement, ce soir, présentez vos idées, exprimez-les, prenez le temps de bien les exprimer. Si les gens ne comprennent pas, vous avez la responsabilité de poser des questions à la personne qui parle. Et si toutefois, avec les pressions supplémentaires, on n'arrive pas à bien saisir, n'hésitez pas à donner un exemple à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais je ne souhaite pas étirer la présentation ou les discussions. J'aime aller chercher la matière et de bien comprendre vos idées. C'est beaucoup plus ça qui m'intéresse ce soir. Donc, on va se donner le droit de discuter et d'éviter des anecdotes et des exemples si ce n'est pas nécessaire. Limitez vos interventions aux réponses au sujet discuté. Ça va être facile de déraper. J'ai des gens qui sont attitrés aux tables pour prendre des informations, pour prendre vos notes, capter vos idées. Si toutefois, on va essayer de discuter autour des idées, parfois les discussions nous apportent ailleurs et c'est tant mieux. On se ramène à ce moment-là au sujet principal et l'affaire va nous permettre de tirer le maximum de notre exercice. Et en même temps, il y a laisser la place aux gens de pouvoir s'exprimer aussi. On est chanceux, tout un petit groupe, ça va être facile de pouvoir s'exprimer. Si on aurait été 50, ça aurait été un peu plus compliqué, mais vous allez avoir du temps pour bien vous exprimer. Si toutefois il y en a qui sont silencieux, n'hésitez pas à aller les questionner. Ça va valoir la peine. Nos méthodes, bien écoutez, on a désigné des animateurs, comme je vous expliquais. Il y a des plénières. Donc, on va revenir en grand groupe où on va échanger ensemble sur ce qui aura été discuté. Et il y aura une priorisation des idées, comme je vous dis, qui sera faite par vote à la fin de la soirée. C'est un peu nos responsabilités communes. Encore là, est-ce que ça vous convient? Le contrat qu'on signe ce soir pour les 3 prochaines heures? C'est bon? Parfait. Génial. J'ai envie de vous présenter le comité directeur. Donc, Marie-Hélène et France ont été appuyés par des gens du milieu. Certains sont ici ce soir, d'autres ne le sont pas.
Et je vois les petits yeux plissés, là. Je vais juste grossir ça davantage. Donc, il y avait à la base, puis c'est pour ça qu'il y a 2 couleurs présentement, il y a un comité qui est jaune, un comité qui est bleu. Le comité jaune était un comité technique et le comité bleu était un comité directeur. Et après quelques rencontres, on s'est rendu compte que de mixer ces 2 comités-là était un gain pour la démarche. Alors, ces gens-là ont fait partie du comité directeur complet qui ont supervisé et validé le travail qui a été fait par les agents. Et vous les voyez là. Je pense que vous les connaissez. Sinon, quelques-uns sont ici. Il y a Mylène qui est ici avec nous ce soir. Il y a aussi monsieur, là, je ne me souviens pas, mais Lemire, effectivement, Mathieu Lemire, le maire de Saint-Zéphirin. Je suis passé justement à Saint-Zéphirin tantôt. Comment? Mario Proulx est ici aussi? Oui. Désolé, bonjour M. Proulx, désolé, je ne l'avais pas reconnu. Je vous ai vu qu'une fois, il faut m'en excuser. Sinon, Yann Bourassa comment? Non, je sais qu'il n'est pas là. Yann Bourassa de l'UPA, Christian Lemire, qui est un producteur agricole, qui n'est pas là ce soir, Amélie Grondin du club Yamassol, Marie-Louise Lemire, qui est de la relève agricole, des maires et des mairesses, donc Denise Gendron de Sainte-Monique, Claude Lefebvre de B5, Bernard Marin du syndicat de l'UPA de Nicolet et Michel Côté, qui est directeur général de la MRC. L'objectif était de bâtir un comité le plus représentatif possible de la zone agricole de Nicolet-Yamaska. Ces gens-là occupent aussi, puis vous êtes un excellent exemple, M. Lemire, vous êtes aussi producteur agricole. Et la plupart des maires et mairesses qui siègent sur, pour ne pas dire l'entièreté, sont tous des producteurs agricoles ou des gens qui ont gravité dans le milieu agricole. Fait que c'est une double fonction qui a valu la peine pour bâtir un comité qui est le plus représentatif possible de la zone agricole. Je vous présente par la suite, puis je vais demander à France, n'hésite pas à bonifier certaines actions si nécessaire. Là, moi, j'ai aucun problème. Je vous montre ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Vous voyez que les travaux ont commencé en janvier. Il y a le comité directeur qui a été fait. Je vous montre l'entièreté de ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour vous mettre dans le bain. Là. Je suis en train de vous donner l'information tranquillement au compte-gouttes pour juste placer la soirée de ce soir et les objectifs qu'on s'est donnés. Donc, formation du comité directeur, le comité que je viens de vous présenter. Et là, il y a une première portion de collecte de données qui s'est faite. On est allé faire des sondages, on est allé prendre de l'information. Comment? On a fait des groupes ciblés. On a commencé avant janvier. On s'est tapé la pandémie. Marie-Hélène, elle avait commencé les comités. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient formés. Ah, parfait. Et elle avait commencé à ramasser des données. Donc, moi, j'ai repris ça. Là. On a eu une pause à cause de la pandémie qui nous empêchait d'aller justement rencontrer des gens pour pouvoir faire des groupes ciblés. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai repris avec le comité puis un petit bout qui était déjà parti. Parfait. Et là, on a fait de la collecte de données et on a dressé un portrait de la zone agricole. Donc, ce portrait il a été fait, il a été validé par le comité directeur. Et de ce portrait-là, par la suite, il y a eu des rencontres supplémentaires qui se sont faites pour en faire un diagnostic de ce qui se passe au niveau de la zone agricole pour sortir des premiers enjeux et préoccupations du territoire qui ont été présentés fin août, début septembre. C'est-à-dire une première portion a été présentée, je pense, avant l'été. Il y a une deuxième rencontre qui s'est faite à la fin août pour s'assurer finalement que le diagnostic et le portrait étaient effectivement complets. Force, faiblesse, opportunité, menace. Et de ça, ça a été synthétisé par France pour en arriver à faire des enjeux, des priorités, et c'est sur quoi on va discuter aujourd'hui. France va prendre le temps de nous les présenter correctement tantôt, et ça va faire partie de notre activité Word Café sur lesquelles on va vous demander vos actions et vos projets pour ces enjeux et priorités-là. Donc, vous voyez que dans les étapes, on est rendu aux consultations publiques. On est ici ce soir, on est à Saint-Léonard d'Aston demain soir. Et par la suite, on va faire un plan d'action avec ce que vous allez nous donner comme information puis vos idées. On va compléter un rapport qui va être à présenter milieu novembre et fin novembre même au Conseil des maires en vue d'une adoption. Est-ce que, France, il y a des choses que j'ai oubliées? Non, c'est bon, parfait. Merveilleux. Et là, je crois que, si j'ai bien compris, tout à fait, je suis rendu là. Je suis rendu à France, qui va nous faire une présentation et qui va nous présenter les enjeux et les priorités
du comité, qui ont été validés par le comité directeur. Et vous allez voir, là, vous pouvez prendre des notes sur les post-it qui sont là. Les crayons sont là pour vous. Vous pouvez vous amuser à prendre des notes là-dessus si vous avez des idées ou des questionnements suite à la présentation. On va faire une première présentation qui va durer quelques minutes seulement pour vous présenter les enjeux et les préoccupations. L'objectif, parce qu'il y a après ça l'atelier de discussion va venir, ça va être de définir est-ce que ce qui est là est complet. Mais on cherche les enjeux et les préoccupations majeures. Donc, majeur veut dire qui touche un certain nombre de personnes ou une certaine portion importante du territoire. Et c'est là qu'à ce moment-là, on pourrait bonifier les enjeux qui vont avoir été présentés par France. C'est bon? Oui, Marie-Hélène. Je voudrais juste ajouter quoi au niveau du PDCA. Tu l'as super bien décrit, mais je voulais juste mentionner que c'est super important ce qu'on fait aujourd'hui parce que les actions, les enjeux qu'on va déterminer, ça va tellement nous donner du pouvoir pour faire des choses concrètes dans le milieu qui vont faire une différence. C'est ça qu'on peut savoir sur quoi qu'on mise. Comme l'artère, ça découle des PDCA, des 5 immersifs. C'est vraiment, c'est partie de la base du milieu. N'hésitez pas à donner vos idées parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir développer des beaux projets. Puis il y a souvent plein de subventions qui arrivent au bon moment. Puis ça se réalise. Tout est possible. Merci. Ce ne sera pas très long. Oui, je m'en viens là. Plan de développement de zone agricole, mais ça fait partie de la présentation. Mais on voit que vous suivez. J'aime ça. C'est exactement ce que je souhaitais. Oui, donc, on va faire un petit tour, comme il vous a dit, sur le premier PDCA, ses résultats. On va regarder ça. Je vais aller me mettre devant l'écran parce que je vais me casser le cou. Puis j'aime ça voir le monde. OK? Fait que ça va être mieux comme ça. Et puis, comme il l'a mentionné, on va s'attarder aux enjeux. Puis après, la game est à vous autres, les actions. Comme Marie-Hélène a dit, dans le fond, c'est le cœur pour nous après pour travailler. Mais aussi, ça nous permet d'aller chercher souvent le soutien financier nécessaire pour les réaliser. Donc, c'est quoi un PDCA? Donc, c'est un document de planification. Hein? Donc, il vise à mettre en valeur le territoire et les activités agricoles et forestières d'une MRC. Ça, si vous allez voir la définition du MAPAC, c'est exactement ça. Donc, il fait un état de la situation, on présente les possibilités de développement des activités agricoles et forestières et il est réalisé, évidemment, en concertation. Comme Simon vous a expliqué, nous, avec Marie-Hélène, on a développé tout un portrait de la région que vous connaissez assez bien. On ne prendra pas le temps de toute présentation parce qu'on manquerait vraiment de temps. On va aller directement aux enjeux. Mais dans le fond, c'est ce qu'on fait. Après ça, on l'a testé auprès de groupes ciblés, des producteurs agricoles. On est allé voir aussi développement économique. On est allé voir des gens qui font de la transformation, qui font de l'agrotourisme. Bref, on a brossé assez grand dans nos groupes ciblés qui nous a amenés à faire le diagnostic. Donc, qu'est-ce que ça donne, hein? Un PDCA. Quand on regarde ça, ces grosses bibles-là qu'on fait, on se pose toujours la question. Mais dans le fond, première chose que ça nous amène un ancrage et de la rigueur. Qu'est-ce que j'entends par ça? Vous allez le voir dans les deux autres étapes. Première chose qu'on a faite dans le premier, puis c'est encore valable, on s'est donné une vision, puis on s'est donné des objectifs qui sont toujours très valables pour le domaine agricole et forestier. Ça donne du leadership, parce que quand on a fait les consultations, le premier coup, quand les gens disent « oui, ces actions-là, il faut les faire », on a des gens qui se pointent. On a des leaders qui disent « oui, moi j'embarque, il faut qu'on réalise ça ». Ça, c'est du leadership. Il y a de l'accompagnement, que ce soit avec des agents, que ce soit avec les gens de l'UPA ou autres qui gravitent, vont nous accompagner. Gestion de projet, parce que les actions, on les transforme en projets dans le fond, et on va chercher des ressources financières pour les réaliser. La vision, c'est la MRC Nicolet-Yamaska se rassemble autour d'une agriculture durable et diversifiée, soutenue par une communauté fière et mobilisée. Avant de vous me poser la question, moi, vous dites, c'est quoi ça, une agriculture durable? Hein? Quand on voit ça, ces termes-là, on se pose la question. Dans le fond, l'agriculture durable, là, ça roule en l'entour de 3 piliers. C'est assez simple. Il faut nourrir le monde. Développement économique. Il faut essayer de limiter, quand on fait notre agriculture ou en foresterie, de faire attention à l'environnement. Je vais le dire comme ça. Il faut que ça reste périn. On veut faire encore de l'agriculture dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, et tant qu'on va pouvoir. Donc, c'est 3 éléments qu'on tient compte quand on parle d'agriculture durable. Ça va jusqu'à date? Mon débit de parole, ça va?
Je peux aller plus vite si vous voulez. OK. Donc, les orientations. Donc, on veut encourager, soutenir, stimuler l'agriculture durable. On veut stimuler et soutenir la diversification des produits agricoles. On veut encourager et soutenir la diversification aussi des modes de mise en marché de proximité, l'agrotransformation alimentaire, attirer et maintenir de la main-d'œuvre compétente. On veut faciliter les projets de démarrage et de relève agricole. On veut aussi susciter l'exploitation durable des ressources forestières et encourager l'accroissement de ce côté-là des connectivités du couvert forestier. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on ne les a pas changés, ça reste d'actualité, cette vision-là et ces objectifs-là. Donc, toujours dans qu'est-ce que ça donne, un PDZA. Là, je ne les ai pas toutes énumérées, j'en ai choisi juste quelques-unes, mais il s'est fait une trentaine d'actions au cours des 5 dernières années. C'est pas rien quand on regarde ça. Donc, premièrement, il y a eu l'embauche d'une conseillère en développement agroalimentaire qui est Marie-Hélène. OK? Donc, qui a vu à la réalisation du PDZA. Mais aussi, Marie-Hélène, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai trouvé ça très impressionnant quand je commençais à travailler à la MRC. C'est combien de producteurs agricoles maintenant passent par la MRC quand ils sont dans le démarrage, puis ils viennent rencontrer la conseillère. Fait que, moi, je les ai comptés, il y a rendu à une soixantaine de dossiers. Soit dit en passant, le FIANI, hein, votre budget, là, sais-tu comment il reste d'argent dedans? 5 000 $. Cette année, là, ça a sorti raide. Puis, on ne met jamais plus qu'un maximum que de 10 000, mais c'est un fonds de 100 000. Ça vous donne juste une idée à quel rythme, cette année, ça a été intéressant à ce niveau-là. Artère, Marie-Hélène vous l'a souligné, dans le fond, c'est l'organisme qui a été mis en place pour essayer de jumeler les gens qui sont prêts à céder, donc des producteurs agricoles qui souhaiteraient vendre leurs entreprises, puis des aspirants agriculteurs. Fait que, ça a l'air de rien, mais au centre du Québec, il y a une centaine de dossiers d'aspirants. Puis de mémoire, il y a 66 dossiers de producteurs, productrices agricoles cédants. Puis si on regarde juste, mettons, dans MRC Nicolet, il s'est fait 45 jumelages pour le centre du Québec, dont 8 ici. Mais c'est assez égal d'une MRC à l'autre. Tu sais, faites le calcul de 45 000 fois 5, 40. On a à peu près tout le même nombre. Mais c'est des jumelages qui ont eu lieu ici, 8. Vous savez ce que ça vaut une entreprise. Donc, c'est des familles qui restent ici, c'est des enfants qui vont à l'école. Donc, c'est vraiment une belle dynamique d'avoir comme un artère dans nos outils. L'appui au projet d'agriculture études, l'école primaire Saint-Perpétue, c'est la serre qu'ils ont mis à côté de l'école primaire. Ensuite, le répertoire de l'offre d'abonnement des paniers des légumes hebdomadaires, ça n'avait pas été fait, maintenant c'est fait. On a un plan de transition écologique, bien entendu, ça vient avec le côté, comme je disais tantôt, agriculture durable. Actualisation de la campagne Centre du Québec Goûtez-y. Donc, elle s'appelle Notre Centre du Québec. On a une soixantaine d'entreprises qui y ont participé. On a commencé encore avec les épiceries. Il y avait une dizaine de nos producteurs, productrices, transformateurs ici de la MRC qui y ont participé. Les bandes riveraines, vous en avez peut-être entendu parler, il y a toute une équipe qui s'est mise en branle pour en faire le tour. On veut qu'ils soient respectés à 100% dans la MRC. À date, écoutez de mémoire, là, on a à peu près 900 hectares de fêtes. Puis ça, moi, ça m'a été une belle nouvelle, parce qu'on entend toujours parler que les producteurs agricoles, la bande riveraine, pas être méchante, mais qu'elle n'est pas respectée. Hein? On se le dit souvent comme ça. Mais dans ces 900 hectares-là, à date, ce qu'on voit, c'est que 80% est respecté. Donc, ça nous a donné une bien meilleure image. Il y en a qui ont reçu un premier avis puis sont en train de régler. Il y en a qui vont en prendre une deuxième avis. Que voulez-vous? Puis il y en a toujours comme ça. Mais dans l'ensemble, les gens respectent bien les bandes riveraines. Puis on va continuer le travail, autant pour chez les producteurs agricoles que pour les municipalités, la ville. On a 2000 km de cours d'eau, si je me souviens bien, avec nos rivières, on en a 1179. J'étais une tabarouette de mémoire en milieu agricole. Puis on est en train de tout la faire. Fait que, aussi, il y a eu le répertoire des paniers de légumes, je l'ai dit. Les petits ambassadeurs, ça longtemps qu'on essaie de rentrer, vous le savez, dans le monde institutionnel. Donc, notre première porte, c'est les CPE. Donc, actuellement, les CPE, on est rendu à 8-9. On en a 5 qui ont été accrédités, mais on en a déjà 4 là, qui s'en viennent. Ça, c'est le fun parce que les autres s'engagent, évidemment, à l'achat local. Donc, ils achètent à proximité des producteurs. On leur a fourni une liste. Ensuite, donc les repas qu'ils offrent aux enfants, vous comprenez, ils sont faits avec les produits d'ici. Puis ils font aussi des ateliers éducatifs pour ces jeunes-là. Alors ça, c'est une très, très belle porte, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on la teste là, puis après ça, on va aller la tester dans le plus gros. T'sais? On est en train de développer aussi toute la distribution avec eux, pour que ça fonctionne, puis que ça réponde à leurs besoins. Au total, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a eu des investissements de 1,5 million de dollars dans la trentaine d'activités.
Donc, on était les chercher justement parce qu'on avait les appuis du milieu à cet effet. Donc, ça donne quand même quelque chose de pas mal chouette. Donc, la version 2, comme Simon vous l'a dit, le portrait, on n'y touchera pas, on va aller directement vers les enjeux parce que la région, dans le fond, vous la connaissez assez bien. Tu sais, vous savez qu'elle est planche, vous savez que la population est vieillissante, vous savez que plus à l'ouest, on a des terres, plus à l'est, on a plus de forêts. Donc, ces choses-là vous sont connues. Donc, on va aller plus vers les enjeux, puis travailler ensuite de ça sur les actions. Donc, la démarche, il l'a fait, donc je ne repasserai pas là-dessus. Le diagnostic, vraiment, on a pris la technique des forces, faiblesses, opportunités, menaces. T'sais. Les gens nous ont exprimé, ouais, nous autres, là, ça c'est fort chez nous, ça l'est moins. Puis ça serait quoi nos opportunités, menaces? C'est ce qui nous a amené à identifier les enjeux, puis à organiser les consultations. Donc, toi, il ne ferme pas, là. Ben on va y Mon voir ça. tabarouette. C'est vrai. On n'est pas en mode. OK, non, c'est ça, là. Voilà. OK, on va arriver là. On arrive. Donc, on arrive aux enjeux. Ce qui est passé vite, je n'avais quand même monté ces faits saillants, sur les faits saillants du portrait. Fait que les enjeux, on vous les présente sous 5 grands thèmes. On trouvait que c'était ça qui se travaillerait le mieux. Donc, la pérennité des activités agricoles, il n'y a pas de surprise là. La main-d'œuvre et formation, l'environnement, la commercialisation et évidemment la pérennité des milieux forestiers. Donc, c'est 5 thèmes qui entourent vraiment ici la zone agricole. Donc, quand on parle de la pérennité des activités agricoles, vous n'avez pas de surprise là au niveau des enjeux, la protection de la zone agricole. On en a de besoin. On a peur à l'urbanisation, on a qu'il y ait du dézonage encore. Ici, on est quand même assez correct. Là, je dirais, je pense, au cours des 10 dernières années, il y a eu à peu près 14 hectares de dézonés. Là. Mais par contre, si on regarde plus loin, il y en a beaucoup plus. Donc, on tient à notre zone agricole. La gestion d'urbanisation, évidemment. Donc, on peut parler ici, comme je vous dis, l'étalement urbain, des entreprises aussi qui voudraient s'installer en milieu agricole, il faut regarder ça. Le prix des terres et des bâtiments agricoles, c'est un enjeu important. Au cours des 10 dernières années, c'est une augmentation de la valeur des terres de 114 %. C'est quand même un bon score. Fait que la relève agricole, établir de nouvelles entreprises dans une situation où ce que le prix des terres et les bâtiments agricoles, c'est quelque chose quand même rendu vraiment onéreux. Le financement de Artère, c'est un organisme qui vient en aide, donc le financement est en grande partie par des subventions. Donc, il faut trouver une façon de pouvoir continuer à conserver cet organisme-là. Et la cohabitation. La cohabitation, on peut penser la cohabitation entre les monsieur, madame, tout le monde et le monde agricole, mais il y a aussi entre producteurs et productrices agricoles. Maintenant, tu as du bio, maintenant à côté du conventionnel, et tu as aussi les producteurs forestiers qui peuvent être à côté d'un producteur agricole. Donc, cette cohabitation-là, il faut la faire comme il faut et correctement. Ça, c'est les enjeux. Ça va? Au niveau de la main-d'œuvre et formation, écoutez, la main-d'œuvre, c'est sorti plein fouet, là. Donc, l'inflation, qu'est-ce qu'on entendait par l'inflation? C'est de dire, là, vous savez, il est près rendu à 7 %. Est-ce qu'on va avoir les moyens d'offrir des salaires à notre main-d'œuvre qui va être capable de suivre le taux d'inflation qu'on a actuellement et d'être compétitif avec les autres entreprises qui, eux aussi, sont en manque de main-d'œuvre? Donc, l'inflation a un impact sur la capacité là, de payer les employés. L'accès et la rétention de la main-d'œuvre à long terme, donc ça aussi, c'est un enjeu important. Qui aurait dit, vous le savez, on a de la main-d'œuvre étrangère qui vient aussi, ce qu'on appelle le travailleur étranger temporaire, qui actuellement sont à une place, puis des fois s'en vont à une autre. Là, on commence à voir ces déplacements-là, tellement qu'on est à la recherche. Donc, les autres ici, ils vont chercher de meilleures conditions, on peut comprendre ça. L'âge de la main-d'œuvre, si la population vieillit, la main-d'œuvre aussi. Puis même, on le regarde sur les employés, puis nos employés qui viennent aussi de l'extérieur, que ce soit du Mexique ou du Guatemala, l'âge est plus grand. On en voit beaucoup plus maintenant qui ont 40 ans et plus qu'on pouvait voir avant. Le transport collectif, pourquoi c'est un enjeu? Bien, on est dispersé sur le territoire, c'est le prochain. Donc, si je veux aller travailler, j'ai-tu besoin d'un deuxième char là, dans la maison ou si j'ai un transport collectif qui me permettrait de me transporter? C'est pour ça que les gens, ça devient un enjeu de se dire qu'il faudrait organiser à quelque part du transport. Il y a un enjeu à ce niveau-là.
la population, parce que la population est dispersée sur le territoire, et aussi l'accueil et l'intégration des immigrants dans nos municipalités. L'autre est l'environnement, l'autre thème. Donc, l'avenir des activités agricoles dans le littoral et dans la zone de contrainte des milieux humides, hydriques et naturels. Hein? C'est un beau grand thème, hein? Wouh! Mais c'est un enjeu, c'est une préoccupation pour bien. Hein? On est sur le long du lac Saint-Pierre, donc du littoral, on en a passablement. Et présentement, il y a plusieurs recherches parce qu'on sait que cultiver dans le littoral va être un défi. La valorisation des matières organiques, on sait que d'ici 2025, on a l'obligation de ne plus en mettre dans les poubelles nulle part. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là. Et une fois qu'on les met plus dans les poubelles, une fois qu'on les a compostés, on les envoie où? Ah ah! Voilà l'enjeu. Est-ce qu'on va dire ça va toutes ces terres agricoles? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que... Voilà. Donc, gestion des plastiques en milieu agricole. Oui, ça, on a du plastique ici au centre du Québec. On se classe, on est 4e au Québec, là, en termes de quantité de plastique. Là. Que ce soit les balles, que ce soit les silos, que ce soit les petites poches, peu importe. Là. Mais on en a sérieux. Donc, il y a eu d'ailleurs un petit projet qui a été fait. Il y avait eu 3 conteneurs qui avaient été mis là, dans MRC. Là. Ça représente quand même des quantités importantes. Moi, quand j'ai vu les chiffres, là, ils sont dans le portrait. Là, ceux-là, je ne m'en souviens pas par cœur, par exemple. La bande riveraine, c'est une préoccupation. La séquestration et émission du carbone, on sait qu'il faut qu'on soit carboneutre d'ici 2050, mais certains milieux d'ici 2030. Donc, on a là-dedans certainement une opportunité. Les gaz à effet de serre, quand on parle de l'agriculture, on est plutôt on est un peu dans le CO2, mais on est surtout dans ce qui est l'azote, donc ce qui est l'ammoniac et le méthane. Le PAD, c'est Plan d'agriculture durable que le ministère de l'Agriculture a mis en place, qui s'est donné des objectifs dans chacune des régions. Rapidement, ici, il y a des objectifs en réduction d'utilisation des pesticides. Vous n'avez pas de surprise là. Meilleure qualité de l'eau. Parce qu'il me semble qu'elle l'est aussi là-dedans, la qualité de l'eau. Parce qu'ici, hein, ça, on a de la misère un peu avec nos rivières. Tu sais. La Saint-Séphirin étant la pire, donc est considérée très mauvaise. Ensuite de ça, la Nicolette-Ouest, on est douteux. Puis il y a la Saint-François qui est satisfaisante. Là. Dernière donnée que j'ai là, très récente, c'est ça. Donc, on a du travail à faire là-dedans. Puis les changements climatiques. Tu sais, il y a peut-être des pots, mais il y a des moins là-dedans aussi. Fait que l'environnement, c'est un bon enjeu au cours des prochaines années. Commercialisation. Ici, on va parler des infrastructures de transformation. Dans toutes les rencontres qu'on a eues, on n'a pas beaucoup d'infrastructures de transformation. Exemple, dans la viande, quelqu'un qui veut la commercialiser, on a un abattoir sur le territoire qui est Sainte-Eulalie, merci. Tu sais, que lui, il a un permis provincial, mais quand tu veux vendre, tu as besoin aussi pour la transformation que l'entreprise ait ce qu'on appelle un C1 comme permis. Puis là, c'est là qu'on achète, puis on n'en a pas, nous, qui en font en forfait sur le territoire. Il faut sortir de la MRC pour en trouver, puis des fois, il faut sortir de la région du centre du Québec. Donc, la main-d'œuvre aussi, en commercialisation, c'est un grand défi. La restriction de l'utilisation de certaines catégories de plastique. Quand on est dans la commercialisation, transformation, on a du plastique. Des fois, c'est des sacs, mais vous avez vu les petites baguettes, des fois avec un sous-vide dessus, ou bien dans un plastique, un couvert différent. Là, il y a des couverts qui vont disparaître parce qu'il y a des plastiques qui vont être interdits, mais ça vient de changer la game dans ton emballage. Ça. Donc, l'agrotourisme, mais évidemment, donc les normes qui l'entourent, mais aussi son développement, et la mise en marché de proximité, qui demeure toujours un enjeu fort intéressant. Les enjeux, ce n'est pas des affaires qui sont négatives. Les enjeux, c'est des choses qu'on veut, sur lesquelles travailler. Pérennité des milieux forestiers. Bien évidemment, on va parler de la conservation des milieux forestiers. La MRC de Nicolet-Yamaska, entre le premier PDZA et le deuxième PDZA, on a perdu 4 %. On était à 29 % puis on est descendu à 25 %. Normalement, pour qu'une MRC, on se dit, je ne dirais pas le mot nécessairement saine, mais qu'on se dit qu'il faut qu'elle ait minimalement un couvert de 30 % en forêt. Puis on ne l'a pas ici dans la MRC Nicolet-Yamaska. Développement des activités forestières en milieu humide, hydrique et naturel, parce que lorsqu'ils ont fait les cartes, on ne peut pas se cacher ça, nos milieux humides, hydriques et naturels sont majoritairement, très majoritairement, en milieu forestier. Et le manque d'intérêt des producteurs. Pourquoi j'ai écrit comme ça? Je vais m'expliquer.
c'est que la plupart des producteurs agricoles qu'on a ici à MRC sont aussi des producteurs forestiers, sont des producteurs agricoles. Donc, la première chose qu'ils font, c'est de faire de l'agriculture, développer le forêt, la cultiver, la jardiner, la récolter. Puis c'est pas non plus des grands lots, c'est des petits lots. Fait que, donc, à ce niveau-là, ça a son impact. D'où le manque d'intérêt. C'est plus que la priorité des producteurs agricoles, c'est de cultiver le terre, c'est pas nécessairement d'exploiter le forêt. Fait que, on a à peu près 10%, assez rapidement, des gens qui sont inscrits. Moi, si je regarde, on est à peu près à 200 producteurs ici dans la région qui est inscrit là, directement selon la loi. Fait que, mais on a plus de producteurs que ça qui disposent de forêt, mais vraiment inscrits. Fait que, voilà pour la pérennité des milieux forestiers. Y a-t-il des questions? La perte de 23 à 25% des milieux forestiers se transforme en quoi? En agriculture ou en milieu Tabarouette, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pourrais pas, j'ai pas de pourcentage à dire. Je suis en train de marre, parce que je sais qu'on n'a pas le droit. Oui, je sais bien, c'est pour ça. Niveau mesurable. Hein? Niveau mesurable. Une base d'erreur aussi entre la façon de calculer les superficies. Tu vas faire, mais OK. je pense que le calcul, ça donne quand même qu'une chose. Ouais. Ça peut être des petits morceaux. Ben, moi, je pense que c'est des petits morceaux un petit peu partout. C'est-à-dire que, tu sais, je vais prendre un exemple. Je vais regarder chez nous, mettons, à Nicolette, là, je connais assez bien. Tu sais, Nictec, il s'est agrandi, il est en zone blanche, mais ça, c'était de l'agriculture. Fait que cet agrandi-là, ben, si tu te tasses à côté de la piste cyclable, là, cette superficie-là, c'était du bois et puis là. Tu sais, parce qu'il a fallu, lui, qu'il se refasse, puis ça, tu l'autorises. Fait que, c'est ça qui bouge, là, parce que dans... Fait que c'est pas nécessairement, on verra pas tomber nécessairement des grandes superficies, mais tu as des agrandissements à quelque part, il y a une permission pour aller le faire là. T'sais. Fait que là, tu bouges de même. Là. On est surtout en zone verte, mais on a quand même une superficie en zone blanche. Fait qu'elle bouge. Fait que je peux juste vous donner un exemple, mais tu sais, je vois encore la carte, là, mais je vois pas de grands morceaux. Je vois juste des petits morceaux. Fait que. 4 poussets sur la surface de la réponse. C'est dur à voir. Là. Ouais, mais si on a fait quand même 5 graines d'hectare. Ouais. Si je peux compléter. Ah oui. La réglementation sur l'abattage d'arbres dans la MRC permet le déboisement pour des fins de mise en culture, en autant qu'il y ait de la compensation qui se fasse ailleurs dans le bassin versant. Là où le bas blesse, c'est que la compensation, je pense qu'elle est plus ou moins suivie par les autorités. Donc, au niveau de la compensation, ça découle du REA, Ouais. le règlement sur les exploitations agricoles. Ça, c'est pas du ressort de la MRC de faire le suivi de ça. Ça serait le ressort de l'environnement. Oui. Du ministère de l'Environnement. L'ERA. Ben, je dirais que oui, le RA, c'est. Le REA. C'est un environnement qui l'applique. Oui, c'est Ouais, ça, c'est ça. Donc, tu sais, comme tout bon ministère qui se respecte, je ne sais pas si les gens du ministère ici, là, mais il y a des lacunes dans les suivis. Ce qui fait que, moi je le sais parce que j'ai été inspecteur municipal pendant quelques années pour appliquer le règlement sur l'abattage d'arbres pour la MRC. Puis des permis de déboisement, j'en ai eu plusieurs. Puis dans le plan agronomique, qui doit être joint à la demande de permis, l'agronome dit qu'il faut qu'il y ait de la compensation 1 hectare pour 1 hectare là, qui se fasse ailleurs. Puis en réalité, moi je prétends que ça se fait plus ou moins. Donc ce qui fait que le déboisement se fait dans le territoire, la compensation, c'est probablement qu'elle ne se fait pas toute, qu'elle se fait peu, ce qui fait que ça peut occasionner des résultats comme tu mentionnes ce soir. Ben, merci du complément. c'est clairant. Fait que. Voilà, c'est bon. Merveilleux. Ça complète la mise en situation, la mise en contexte du travail qu'on va faire ce soir.